Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein de la maison. Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. C'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver. Quelle va être votre chronique aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'une bande dessinée parue aux éditions Delcourt, signée Tiffaine Rivière, adaptée d'un ouvrage du sociologue Pierre Bourdieu intitulé Distinction. La question qui s'y pose, c'est comment se manifeste notre appartenance à telle ou telle catégorie sociale. On y répond tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis c'est notre grand sujet du jour aussi. Alors que les métiers de la tech évoluent à une vitesse vertigineuse, les besoins en compétences numériques ne cessent de croître. Alors comment justement préparer au mieux les talents de demain dans un monde en pleine transformation où l'intelligence artificielle, la data, les technologies aussi redéfinissent nos modes de vie et de travail? On en parle avec notre invitée Virginie Vincent. Bonjour Virginie. Bonjour Philippine. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes la CEO du Wagon. On en parle dans un instant avec vous, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire le Clémy et ce nouvel épisode de la série La famille tout écran. C'est génial, vous avez vu cette vidéo? C'est un panda qui fait du roller. Oh, chérie, on est à table. Oh oui, c'est pas bientôt fini. Je commence à avoir la batterie qui chauffe. C'est une vidéo de pingouins qui dansent la polka. Non mais des pingouins, quoi. Tape photo papa, salle de bain ridicule. Attends, je regarde. C'est moi. C'est une vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Quoi, 100 000 j'aime? Pourquoi c'est juste moi qui me prends en photo dans la salle de bain? Bah en fait, on voit tes fesses dans le reflet derrière. Non mais faut la supprimer, là. Mais si tu lâches ton portable, on te montrera peut-être comment faire. Ça m'empêche. Je suis tendance. Tendance ou pas, les écrans n'ont pas leur place à table. Essayez de ne pas grignoter, et encore moins devant nous. Et est-ce qu'on se dit les choses si chacun a le nez sur son écran? Alors ouvrez la porte, sortez, bougez, courez, dansez, faites des claquettes. Amusez-vous. Quelqu'un a filmé ça, c'est énorme. Non mais c'est 1 million de vues à coup sûr. Oh, il est irrécupérable. Allez, on continue à parler numérique dans cette première partie d'émission. Alors que les formations accélérées se multiplient, certaines institutions ont aussi se distinguer par leur capacité à allier innovation pédagogique et réponse concrète aussi aux besoins du marché de la tech. Et le Wagon, fondé il y a 10 ans à Paris, en est un exemple. Alors justement, vous allez le voir avec une approche immersive, une présence mondiale aussi. Il accompagne déjà et aujourd'hui des milliers de personnes dans leur transition vers des métiers de la tech. On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Et donc, qui de mieux pour en parler aujourd'hui du Wagon que sa CEO Virginie Vincent. Alors peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Wagon, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que c'est, ce que vous êtes et ce que vous faites? Donc le Wagon, c'est un des leaders mondiaux dans la formation intensive au métier de la tech et de l'IA, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, donc, on a une quarantaine de campus dans 20 pays. Voilà. Ça a été formé, ça a été créé, comme vous l'avez dit, il y a 10 ans, donc par 3 fondateurs français. Notre format un peu star, c'est le format bootcamp. Donc c'est une méthode assez intensive. Donc c'est un programme de 9 semaines. D'accord. Et l'objectif de ce bootcamp, en fait, c'est que les gens qui le suivent ressortent avec des compétences pour être recrutés le lendemain dans un des métiers auxquels on forme. C'est une forme de stage intensif en
présentiel? Est-ce que ça peut se faire en distanciel aussi? Oui, Comment depuis le Covid, bien sûr, maintenant, ça peut se faire aussi complètement en ligne. Et c'est assez intense puisque c'est de 9h à 18h tous les jours pendant 9 semaines. D'accord. Alors, on va parler justement dans un instant des métiers auxquels vous formez tous ces gens-là. Le wagon, on va le rappeler, vous fêtez cette année vos 10 ans. Ouais. 10 ans avec une ambition de combler le fossé entre la demande de compétences tech qui se fait, on l'a dit, de plus en plus importante et l'offre de profils sur le marché. En 10 ans, comment vous avez vu cette mission évoluer avec aussi l'évolution rapide des technologies, l'intelligence artificielle, par exemple? Vous, ça fait quelques années maintenant que vous êtes au wagon. Comment vous avez vu cette évolution? Oui, alors en fait, le wagon, il y a 10 ans, on formait à un métier, le métier de développeur. Okay. Donc pendant 7 ans, on n'avait que ce programme. Voilà. Et depuis déjà 5-6 ans, on a vu une accélération du nombre de métiers dans la tech. Donc c'est là qu'on a commencé à sortir des nouveaux programmes. Donc par exemple, les métiers de la data. Ouais. Donc, data analyst, data scientist, data engineer. Donc, en fait, vous avez un programme en 7 ans et en 5 ans, on a à peu près 5-6 programmes qui sont sortis. Donc, je pense que ça ne va faire que s'accélérer encore pour les prochaines années. Avec plus de 40 campus aussi répartis dans 25 pays, c'est énorme. Le wagon a aussi pris très rapidement une dimension mondiale. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce succès? C'est quoi votre recette magique, Virginie? Oui, alors en effet, on est un des seuls bootcamps à avoir cette empreinte internationale et en fait, ça s'est fait au départ un modèle de franchise. Donc en fait, on avait des gens qui faisaient le wagon, qui étaient passionnés, qui avaient envie de retransmettre ça et qui partaient dans leur pays d'origine et qui créaient un wagon. Et donc c'est comme ça qu'en 7 ans, on s'est multiplié dans 25 pays. Très rapidement. La présence mondiale du wagon aussi, est-ce que ça permet de toucher des écosystèmes technologiques qui impliquent aussi parfois des modèles de formation et d'éducation différents en fonction des pays? Vous qui, je sais, avez voyagé un petit peu partout dans le monde, j'imagine que la manière d'enseigner n'est pas toujours la même et les évolutions technologiques aussi différentes en fonction des pays et des régions du monde. Mais je dois avouer qu'en fait, notre programme, si vous apprenez à coder à Sao Paulo, à Paris, c'est le même programme. Alors ouais, après, c'est assez universel en fait. C'est assez universel, même les outils maintenant avec Internet, on n'a pas des contenus différents. En revanche, peut-être on va avoir, dans certains pays, les cours vont être faits en français, en portugais, donc voilà, les professeurs vont adapter un peu à l'oral le contenu, mais la base est la même partout. Donc opérer à l'échelle mondiale pour une EdTech, c'est pas tellement un défi en tout cas pour nous. Il y a d'autres défis. Il y a d'autres défis opérationnels de recruter une nouvelle personne qui va s'occuper de Sao Paulo. Il y a des défis autres, surtout de recrutement, je dirais, mais en termes de bien sûr, il faut aussi qu'on ait la même qualité partout, mais en fait, c'est vrai que notre plateforme technologique permet justement cette homogénéité sur tous les campus. Merci. Alors, le wagon affiche aussi un taux d'employabilité de 90% dans les 6 mois qui suivent ce fameux bootcamp dont vous nous avez parlé. C'est juste énorme. C'est une clé de succès aujourd'hui pour rentrer dans les métiers de la tech, selon vous? Ah oui, aujourd'hui, nos candidats regardent le taux d'employabilité. Bon, ce taux, il varie un peu en fonction des programmes et des différents pays. Mais c'est vrai que c'est un de nos atouts et c'est la raison pour laquelle beaucoup font le wagon aujourd'hui. C'est pour changer de carrière. Donc, les gens veulent être assurés de trouver un job 6 mois après le wagon. C'est ça, c'est intéressant. Ce ne sont pas tellement des étudiants de 18 ans qui cherchent leur première formation, mais plutôt des gens en réinsertion professionnelle, c'est ça? Alors, on a de tout. Donc, on a des gens en reconversion professionnelle. Et on a aussi des entrepreneurs, des indépendants et de plus en plus des jeunes, en fait, en sortie de l'université ou d'école qui font le wagon un peu comme vous faisiez avant un séjour linguistique. D'accord. Jeanne, vous connaissiez le wagon? Pas du tout. C'est payant ou pas, juste si jamais j'ai envie de changer de carrière là tout de suite? Oui, c'est payant. Et après, dans des pays comme la France, il y a beaucoup de financement. Bien sûr. Puisqu'on a toutes les certifications qui le permettent. Avec le type de CPF, Calliope, etc. Calliope, c'est un CPF, des aides régionales. En fait, aujourd'hui, en France, la plupart de nos étudiants ont une partie au moins ou la totalité financée. D'accord. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Comment vous anticipez, Virginie, les futures demandes du marché? Comment vous adaptez petit à petit vos programmes, vos formations face à justement ce marché, on l'a dit, qui ne cesse d'évoluer avec notamment de plus en plus de technologies émergentes? Ouais.
Ça, c'est un des gros enjeux je pense que ça va l'être pour les prochaines années. Donc, on a recruté une équipe qui est dédiée à la création, à la veille des métiers de demain et de créer le contenu. Donc, aujourd'hui, maintenant, on sort 1 ou 2 bootcamps par an. Avant, on en sortait 1 en 7 ans. Ouais. Donc, ça nécessite une réorganisation d'équipe, une équipe dédiée. Et c'est comme ça qu'on s'adapte. Voilà. Après, c'est vrai que ça va vite. Et en plus, il faut aussi mettre à jour toutes nos formations. Parce que, bien sûr, avec l'intelligence artificielle, il y a des nouveaux outils tous les jours. Aujourd'hui, les développeurs utilisent des outils qu'il faut intégrer dans nos programmes et on est constamment en train de les réitérer. Alors, vous parliez de l'intelligence artificielle. Est-ce que, justement, elle prend de plus en plus de place à la fois dans la manière de former vos élèves et aussi dans ces métiers auxquels vous les préparez ? Oui, alors c'est sûr, on est impacté comme tout le monde. Je pense que notre chance, c'est qu'on a un programme, le programme Data Science and AI, qui forme donc, pour les métiers de l'IA, donc pour par exemple produire les modèles de l'intelligence artificielle. Donc on a cette chance, donc on a déjà ce programme. Mais après, bien sûr, l'IA touche à tous nos programmes. Donc on a dû mettre en place des outils dans tous nos programmes. Aujourd'hui, là, on sort un programme en marketing et c'est 80% des outils d'IA. D'accord. Voilà, donc ça révolutionne tous les métiers. Donc on est d'accord que c'est pas qu'une mode, c'est vraiment quelque chose dont il faut s'emparer et c'est ce que vous poussez, vous, chez Le Wagon. En tout cas, là, et sur les prochaines années, oui. Après, on ne connaît pas la mode qui va sortir peut-être dans quelques années, mais celle-là, je pense qu'elle va durer quelques temps, oui. La semaine dernière, on a reçu aussi le président du syndicat du no-code. Le no-code, je vois que vous faites un programme aussi spécialisé en no-code. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau dans les métiers qui émergent. Le no-code, ça fait plus de 10 ans aussi qu'on en parle, mais là, ça devient une vraie compétence clé, un vrai métier qui est demandé par les entreprises. Oui, après, nous, on s'en sert plus. On n'a pas encore un programme bootcamp destiné à former, par exemple, un product builder au no-code, mais on utilise le no-code dans plein de nos programmes parce que ça devient des outils comme Python est un langage de programmation. Le no-code devient des outils que les gens doivent savoir utiliser. Donc, c'est plus comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui dans le programme. Très bien. Et merci beaucoup. En tout cas, on vient de terminer cette première partie d'émission et surtout d'interview, mais on va continuer à parler de ce sujet-là ensemble et de fêter les 10 ans du Wingo, bien sûr, avec vous dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, la CEO du Wagon, Virginie Vincent. Virginie, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'une bande dessinée parue aux éditions Delcourt. Son titre, c'est La Distinction. Absolument, BD signée par une jeune autrice qui s'appelle Tiffaine Rivière. C'était ma lecture de l'été. Son titre, donc La Distinction, fait référence à un essai historique du sociologue star Pierre Bourdieu, publié en 1979. Ce livre, il avait marqué toute une génération, pas seulement de sociologues, mais aussi de lecteurs, parce qu'il passait au crible de la sociologie l'ensemble de nos goûts, l'ensemble de nos styles de vie. Dans la BD, un jeune prof, Monsieur Quetker, surnommé Kékette par les élèves, a pour défi de faire étudier ce livre d'anthologie à une classe de collège. Et ce livre, il va bouleverser leur existence à chacun. Alors, que contient ce fameux ouvrage ? Des questionnements essentiels sur ce qui est inné et sur ce qui est acquis. La question centrale, c'est sommes-nous libres dans nos goûts, dans nos choix, dans nos pratiques ? Et est-ce que les expressions de type « chacun ses goûts », les goûts et les couleurs ne sont pas profondément erronées ? En tout cas, selon Bourdieu, même nos goûts les plus essentiels, les plus naturels, sont selon lui acquis. La BD, justement, elle commence par questionner les pratiques alimentaires de Joséphine de la Baume, 59 ans, grande bourgeoise, et elle fait des plats traditionnels, et elle s'étouffe en parlant des habitudes des jeunes, des gâteaux sans sucre, des pâtes sans gluten, des intolérances par-ci et des allergies par-là. On est sur le modèle du bourgeois conservateur qui a le goût de l'ancien, qui ne veut pas que les choses changent. Et au goût alimentaire, succèdent les goûts en matière de déco, Philippine. On rencontre les parents d'Élodie. Bienvenue, eux, ils veulent choisir un revêtement pour leur salle de bain. Alors ils se disent, mais pourquoi pas de la terre cuite imitation marbre rose ? C'est moins cher et puis ça fait le même effet. Alors figurez-vous que Bourdieu, lui, il classe ce genre de choix dans la catégorie du goût des petits bourgeois. Le petit bourgeois, selon Bourdieu, va privilégier le bon sens et aussi développer un certain goût pour le simili. Il dit, je le cite, la consommation du simili est une sorte de bluff inconscient qui trompe souvent, surtout le bluffeur, premier intéressé à prendre la copie pour l'original et le toc pour l'authentique. Et en fait, nos positions sociales, elles nous amènent à désirer ce que l'on est à même de pouvoir avoir. En fait, en d'autres mots, on prend nos réalités pour nos désirs. Alors, Jeanne, la BD se passe donc principalement dans une salle de classe. Est-ce que c'est un lieu qui a été choisi justement parce qu'il symbolise plus particulièrement les inégalités, les reproductions sociales ? Absolument, parce que c'est là où, avec, par exemple, si on cite le fait que les programmes scolaires sont construits par les classes supérieures, il est naturel que les enfants des classes dominantes aient plus de chances de réussite à l'école que les autres. Point essentiel du livre, la question du capital culturel, non pas du capital économique, mais du capital culturel, est déterminante dans notre relation de chacun à la question du savoir. La BD, elle parle du rapport, notamment de la petite bourgeoisie, encore de la famille d'Émilie, qui a tendance à confondre culture et savoir, qui cherche à accumuler sans cesse des connaissances dans le but seul d'obtenir de la reconnaissance. Les petits bourgeois, dit Bourdieu, pensent que l'homme cultivé est celui qui possède un immense trésor de savoir, quand l'auteur suggère justement plutôt, est-ce que la culture, ce n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié ? Alors, il y a bien des nuances aussi dans ces catégories qui semblent peut-être un peu rigides. Absolument, c'est un jeu de rôle constant. Bourdieu, il cite les dandys qui font de la boxe. Aujourd'hui, Lucchini parle en verlan. Le rap est devenu la musique la plus écoutée par toutes les couches de la société. Nous sommes des sujets divers. Et par exemple, on peut regarder la Starac à midi, ou l'École du Futur à 12h30, et le soir, aller à l'opéra. Et un sociologue qui s'appelle Bernard Lahire, pour décrire justement ces différences entre nos propres goûts, il parle de dissonance culturelle. Et la bande dessinée de Tiffaine Rivière, justement, elle finit sur ces ambivalences. Le protagoniste, qui est un prof à lunettes, donc vêtu de sempiternelle chemise blanche, veste sombre, lui, quand il demande aux élèves de deviner d'où il vient socialement, les élèves supputent fils de médecin, les autres disent fils d'instituteur, quand en réalité, le prof est fils d'agriculteur. Hop, twist. Et donc, il est ce que Bourdieu appelle un transfuge de classe. D'où toute l'intelligence de ce titre de Bourdieu, repris par Tiffaine Rivière. La distinction, c'est la distinction de chaque catégorie sociale, mais c'est aussi le fait de s'en distinguer parfois. Et donc, les goûts, dit Bourdieu, sont souvent des dégoûts. Je vous laisse sur cette réflexion. Ça s'appelle La distinction de Tiffaine
Tiffaine Rivière. Merci beaucoup, Jeanne Dreyfus, pour cette chronique. Et puis, on va continuer à parler tech avec notre invité tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec notre invitée Virginie Vincent. Je rappelle que vous êtes la CEO du Wagon. Alors, on a parlé justement de ces nouvelles compétences auxquelles vous formez vos élèves, les métiers de demain aussi. Et justement, pour imaginer ces métiers de demain, vous avez notamment noué des partenariats avec des acteurs importants, majeurs. Je pense notamment à Google en France. Pourquoi ces partenariats? Ils sont essentiels pour les élèves aujourd'hui pour justement les préparer aux métiers de l'avenir, aux nouvelles technologies émergentes? Oui, alors chaque partenariat a son objectif. Si on parle de Google, on avait en effet une promo avec un lien tout privilégié avec Google et on a profité de plein d'experts de Google qui venaient faire des masterclass au Wagon. D'accord. Et aussi, un grand plus pour les étudiants, c'est qu'il y avait un partenariat avec pas mal de partenaires de Google pour la recherche d'emploi après. Donc voilà, ça c'était un gros plus pour Donc ça favorise étudiants. effectivement leur insertion professionnelle, ce qui explique peut-être le chiffre dont on parlait tout à l'heure, les 90% d'insertion professionnelle. Donc ces collaborations, elles influencent aussi, j'imagine, la qualité, la pertinence aussi des formations que vous proposez. Je crois que vous faites un partenariat avec Google en data analytics et data science. C'est ça? Oui. Bon, c'était sur tous les programmes data, puisqu'aujourd'hui, on forme de data analyse, data science et ça va tellement vite que même mes fiches sont plus à jour. Voilà. Data engineering, c'est le dernier qu'on a lancé. Le Wagon est aussi reconnu pour son approche immersive, unique dans l'apprentissage notamment. Comment vous pensez que justement cet apprentissage immersif, il prépare justement au mieux les étudiants aux besoins du marché d'aujourd'hui et de demain? Oui, c'est que notre formation se focalise sur les compétences d'un métier, donc data analyse. Donc c'est vraiment, et il y a beaucoup de pratique. Donc c'est à peu près 80% de pratique. Donc vous avez qu'une heure de cours et après les étudiants font des exercices, des challenges. Pour ça, on a un gros ratio professeur-étudiant. Donc il y a un professeur pour 8 étudiants. Donc, puisqu'il y a beaucoup de pratiques, il y a des questions et voilà, c'est pour ça que c'est très encadré. Et il y a aussi tout un système de travail en binôme, travail en équipe, donc qui stimule en permanence. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à apprendre tant de compétences en si peu de temps. Bien sûr. Pour vous, c'est ce modèle-là, avec beaucoup de professeurs et un peu moins d'étudiants, qu'on devrait voir dans l'école française aujourd'hui? C'est ça, l'école de demain? Alors c'est vrai que nous, on forme à des métiers, donc qu'il y ait beaucoup de pratiques, c'est normal. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut commencer dès le primaire. Je pense qu'il y a quand même un tronc commun, des bases qu'il faut apprendre. À quel moment, je ne saurais pas dire, mais je pense que former à cette agilité avec... il y a plein de statistiques qui disent que les métiers de demain n'existent pas encore. Je pense que cette agilité qu'on apprend au Wagon, je pense que ce serait important de l'apprendre. Pourquoi pas dès le plus jeune âge. Et c'est intéressant parce que vous parliez des métiers de demain, de cet observatoire, c'est ça, si je comprends bien, que vous avez créé aussi. Alors justement, dans les 5, 10, 15 ans à venir, c'est quoi les métiers que les enfants d'aujourd'hui qui nous regardent peut-être vont pouvoir exercer? Qu'est-ce que vous voyez comme tendance? Si je savais le métier dans 5 ans, je ne serais pas sur ce plateau. En fait, 65% des métiers aujourd'hui, je crois, des élèves de primaire n'existent pas encore. Aujourd'hui, nous, on essaie de voir le métier de l'année prochaine. Voilà. Ce qui est déjà pas mal, de l'évolution. Ouais. Donc voilà, est-ce que c'est AI, software engineer? Est-ce que c'est... On est en train, mais c'est même un peu trop tôt pour vous dire l'année prochaine. Non, mais 6 mois à créer un nouveau bootcamp. D'accord. Et donc, on attend un peu le dernier moment parce que vous voyez, ce qu'on aurait produit il y a 6 mois, c'est différent de ce qu'on va faire maintenant. En fait, Et comment vous créez ces bootcamps, justement? C'est en partenariat, on l'a compris, avec certaines entreprises, mais vous faites appel à des experts en intelligence artificielle, par exemple? On fait appel à des experts, et des experts académiques et aussi des experts qui sont eux-mêmes dans des entreprises. Voilà, on a pas mal de partenariats pour avoir des gens qui sont au quotidien en contact avec ces technologies. Alors, vous êtes une femme, ça n'aurait échappé à personne. Le Wagon, justement, a formé plus de 7000 femmes parmi ces 26 000 alumni. Comment ça s'explique, ce succès aussi que vous rencontrez auprès des jeunes filles, des jeunes femmes? Quels efforts, ça vous a demandé aussi? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement attirer ces jeunes filles? Parce que c'est quand même assez nouveau, les femmes dans la tech, on ne va pas se mentir. On en parle très, très régulièrement sur ce plateau. C'est important aussi de les mettre en avant. On va parler dans un instant de votre rôle en tant que
PDG du wagon, mais d'abord celles que vous formez. Qu'est-ce que vous mettez en place comme initiative pour les faire venir? Alors, il y a des programmes qui attirent plus naturellement des femmes, comme des programmes de développement web, par rapport à des métiers comme la data scientist, où on a encore une majorité d'hommes. On a mis beaucoup de partenariats en place. Donc là, le dernier qu'on vient de lancer la semaine dernière, c'est avec Women in Tech. Donc on prévoit toute une série de workshops pour leur communauté, avec un événement au wagon. Donc ça, c'est un exemple pour essayer de faire venir plus de femmes au wagon. Mais on n'est pas si mal parce que sur les dernières années, on est à 30% de femmes en moyenne. Donc on a pas mal progressé depuis nos débuts. Et quand elles viennent vous voir, elles viennent avec quoi comme perspective de carrière derrière par rapport aux hommes qui viennent et qui s'inscrivent au wagon? Est-ce que vous voyez des différences ou pas du tout? Non, je pense que peut-être il y a plus de questions, peut-être souvent un manque de confiance en elles et plus de questions, je pense. Voilà, les hommes vont plus postuler directement. Oui, sans manque de confiance, effectivement, et avec un peu plus d'autonomie et d'envie. Alors, en sens, votre nomination au poste de CEO de Le Wagon, elle est aussi porteuse d'espoir pour beaucoup d'entre nous, des jeunes filles peut-être, des jeunes femmes qui nous regardent. Ça faisait 3 ans, c'est ça, avant votre nomination en juillet dernier, donc c'est tout récent que vous étiez au Wagon. Comment vous avez pris, c'est tout un symbole aussi, une femme à la tête d'une entreprise, d'une école qui forme justement des garçons et des filles, et puis des hommes et des femmes aussi plus grands à ces métiers de la tech. Vous en avez conscience ? Oui, j'en ai conscience. Après, c'est vrai que moi, je suis. C'est pas quelque chose que j'ai décidé le jour où j'ai rejoint le wagon. J'ai rejoint l'entreprise parce que j'ai eu un coup de cœur pour les fondateurs, la mission, et voilà, mon périmètre a grandi petit à petit. Et aujourd'hui, bien sûr, je suis très fière d'être directrice générale, et si je peux être un modèle pour des femmes, oui. Après, heureusement, on en a dans le secteur d'autres. Et on en a de plus en plus. Et on en a de plus en plus. Donc ça commence à changer, et c'est pour ça aussi que je suis ravie d'être là et que j'espère plus parler de mon métier et dans des associations ou où il y a pas mal de femmes. C'est votre ambition dans les prochaines semaines, prochains mois. Même année. Même année, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, on en a besoin, ça c'est sûr. Vous êtes donc CEO du wagon. Il y a aussi, parmi ces 10 ans d'exercice du wagon, le sujet de l'entrepreneuriat qui est absolument essentiel. Les alumni du wagon ont levé plus d'1 milliard de dollars pour leur start-up. C'est énorme. Quels sont, selon vous, les principaux éléments de ce succès entrepreneurial? Parce que c'est vrai, quand on pense au wagon, on pense plutôt au métier du développement informatique, de l'IA, de la tech, mais pas forcément à l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, si, ils deviennent par la suite entrepreneurs aussi pour certains d'entre eux. Oui, il y en a beaucoup qui font le wagon pour avoir une connaissance des technologies, même si après, c'est pas eux-mêmes qui vont coder, mais je pense que c'est essentiel aujourd'hui dans un créateur d'entreprise d'avoir des notions de technologie, et du coup, on a beaucoup encore d'entrepreneurs aujourd'hui qui viennent se former au wagon, et pour nous, c'est une fierté, et on suit leur parcours, et on a maintenant même des tracks. En fait, après le wagon, comme on a une grosse communauté, on a différents moyens de l'activer. Et on a par exemple toute une communauté d'entrepreneurs assez active. Alors justement, est-ce que vous avez peut-être 1 ou 2 exemples particuliers en tête d'entrepreneurs qui ont monté des belles boîtes après un passage chez le wagon? Oui, il y a Askello ou Matera, dans celles qui sont les plus connues, qui sont dans le... French 120. Après, on en a encore plein en création, on en voit tous les jours. Après, c'est pas que des entrepreneurs aussi qui vont lever 50, 100 millions, mais on a presque à chaque promo, on voit, si vous voulez, à la fin du bootcamp, les élèves présentent un projet. Donc, par exemple, pour le cours développement web, ils vont présenter une application ou un site web. Et il y en a beaucoup qui, en fait, comme c'est leur projet, c'est pas nous qui l'imposons, qui vont après se lancer. Et donc, du coup, c'est assez marrant puisqu'on le voit un peu en salle de classe. Et puis, 1 an après, on voit que ce projet a grandi et est devenu une entreprise. Donc, voilà. Et a un impact à sa manière. Souvent, c'est plusieurs années après, mais voilà. Donc, j'ai pas encore beaucoup de recul, mais en tout cas, j'en vois plein là naissants qui vont bientôt, j'espère, arriver dans les classements. C'est ce qu'on leur souhaite, en tout cas. Une dernière question. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le secteur de la EdTech, dont vous faites partie parmi le wagon? C'est un secteur qui est souvent critiqué, bousculé. Il y a une instabilité politique aussi qui fait que les choses ne sont pas toujours simples. Quel regard vous portez là-dessus? Oui, après, c'est la bonne semaine pour en parler.
Dans le secteur tech, je pense qu'il y a encore, je ne sais pas exactement les chiffres, mais il y a beaucoup de focus sur la formation plus après 18 ans, professionnelle supérieure. J'entends encore pas beaucoup parler d'entreprises qui... et je pense que c'est pour des raisons de modèle économique. Et donc, voilà, j'espère que dans les prochaines années, on va un peu trouver le modèle de peut-être aller toucher aussi les plus jeunes. Voilà, peut-être un wagon pour les plus jeunes bientôt, je ne sais pas. Vous viendrez nous en parler sur le plateau. Bon, génial. En tout cas, votre modèle économique, vous l'avez trouvé et ça cartonne. Ça fait plus de 10 ans que c'est le cas. Ça s'appelle Le Wagon. Merci encore à vous, Virginie, Vincent, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, on se retrouve comme tous les jours dès demain, 12h30 sur School TV. Passez une très belle journée.